Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première masterclass de 360 possibles édition 2017. Pour bien commencer, on va partir dans l'espace tous ensemble, puisque notre invité connaît bien l'espace, en tout cas l'espace dans lequel on travaille, dans lequel on interagit, dans lequel on apprend tous les jours. Bruno de Fromont est directeur Workplace Inspiration au sein du premier fabricant mondial d'aménagement pour environnement de travail tertiaire pour les bureaux, le groupe Steelcase. Et parmi ses missions, il crée des expériences utilisateurs centrées sur les lieux de transmission des savoirs. Donc vous voilà prévenu, il est possible qu'après cette masterclass, vous regardiez différemment les espaces dans lesquels vous travaillez au quotidien. Bonjour Bruno de Fromont. Bonjour Justine. Alors vous avez sous-titré cette masterclass l'espace outil d'engagement, d'innovation, de bien-être, de créativité. C'est tout un programme. Pourquoi ces 4 notions en particulier Alors l'espace, bonjour à tous. L'espace est un outil. L'espace est un outil puissant au service d'un certain nombre d'objectifs. Et je voudrais essayer de le démontrer en vous racontant d'abord une petite histoire. Lorsque je rentre dans une église, je ne me comporte pas de la même manière que lorsque je rentre dans un bar irlandais pour regarder un match de rugby à la télé avec mon fils ou pour boire une bière. Et pourtant, je suis bien le même bonhomme. Je suis peut-être habillé exactement de la même manière. Je fais peut-être ça dans la même journée, dans la même heure peut-être. Et pourtant, je ne me comporte pas de la même manière. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'effectivement, l'espace dans lequel j'interagis a un impact sur mon comportement. Et quand on observe ça, on se dit, est-ce qu'on peut faire le lien entre l'impact que les espaces ont sur les comportements et l'impact que je voudrais que l'espace dans un univers tertiaire ou un lieu de transmission du savoir ait sur le comportement des gens qui y interagissent. C'est ça la clé et la raison pour laquelle le titre est l'espace comme un outil. Et un outil au service de l'innovation, parce que c'est le thème des 2 jours. Et évidemment, la question c'est comment l'espace peut m'aider à générer au sein de mon organisation une innovation, ou peut-être à générer des processus d'innovation plus rapides. Steelcase, je l'ai dit, premier fabricant mondial d'équipements pour les espaces tertiaires. Quelles sont les spécificités de votre entreprise et de ce groupe ? Alors, Steelcase, c'est 10 000 personnes, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on est présent dans le monde entier, on est présent sur tout l'ouest de la France grâce à notre partenaire qui s'appelle West Bureau. La spécificité de Steelcase, c'est donc de générer des écosystèmes, c'est-à-dire des aménagements d'espace, qui vont avoir un sens, qui vont aider donc les gens à atteindre les objectifs business qui sont les leurs. Et pour ça, on a 23 usines un peu partout dans le monde pour équiper justement ces écosystèmes dont je viens de parler. Comment ça marche exactement ? Vous adaptez l'espace, vous adaptez l'environnement aux personnes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors, oui, alors je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que j'ai une équipe de 3 personnes. Dans mon équipe, il y a un boomer, donc quelqu'un qui est né jusqu'en 64, un génération X qui est né de 64 à 80 et un Y qui est né de 80 à 2000. Et à la fin de la réunion qui s'est super bien passée, je dis, ce que je vous propose, c'est qu'on sort du bureau et on va à droite pour prendre un café au fond du couloir. Donc l'information que j'ai donnée, c'est on sort, on va à droite. Alors je regarde le boomer, il sort, il va à droite. Je regarde le X, il sort, il va à gauche. Et je regarde le Y, il sort, il va tout droit. Et moi je me dis, mais quelle consigne j'ai donnée, pourtant j'en ai donné qu'une, pour que les individus comprennent 3 choses différentes. Ce que je viens d'expliquer, c'est le rapport à l'autorité en fonction de la génération à laquelle j'appartiens. Le boomer, quelqu'un comme moi, l'autorité, grosso modo, il la reconnaît. Moi, on me dit, Bruno, tu vas à droite, moi je vais à droite. Si j'ai pas de raison d'aller ailleurs, je fais ce qu'on me dit. Le X, je caricature un peu, Vous pourrez réagir tout à l'heure. Le X, il a vécu 68, vous lui dites d'aller à droite, il va à gauche. Et le Y, lui, l'autorité, il s'en fout. Et de toute façon, vous lui dites d'aller à droite, il s'en fout, il arrivera bien au café. La question que se pose dans ce petit exemple que je donne du rapport à l'autorité en fonction de la génération à laquelle j'appartiens démontre qu'il est compliqué de faire en sorte d'aligner des gens pour qu'ils travaillent sur un même sujet et le fassent progresser plus vite, alors que quand ils sont en face d'un objet, ils ne voient pas la même chose. C'est assez amusant de constater ça. Si, en face d'un ordinateur, vous me demandez à moi, Bruno, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes cet ordinateur? Moi, je vais dire, je vois un ordinateur avec lequel je vais travailler, faire des cotations, des présentations, des chiffrages, je vais travailler. Maintenant, vous prenez une génération Y et vous dites aux générations Y, qu'est-ce que tu vois? Alors, elle va dire, super, je vais jouer à Sugar Crush, SimCity, c'est bien le même objet. On ne voit pas du tout la même chose. Et en même temps, quand je dis SimCity, Sugar Crush, etc., on me dit, Bruno, tu es déjà un peu daté.
Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très générationnel. Donc la question qui se pose, c'est en fonction de qui je suis, lorsque je regarde la même chose, je ne vois pas forcément la même chose. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'espace peut aider des gens à travailler ensemble, à se comprendre, alors même qu'ils sont de cultures, de générations ou de métiers différents. C'est ça qu'on va mettre en place. Donc, adapter l'espace aux personnes en fonction de leur âge, de leur génération, de leur culture, ça doit sûrement générer un sentiment de satisfaction au travail, mais est-ce que l'espace peut vraiment permettre d'aller plus loin que ça, plus loin que la satisfaction d'être dans un environnement qui correspond à mes besoins, à moi? Oui, alors, il y a une notion encore plus puissante que la satisfaction, mais la satisfaction est un élément essentiel, ça va être l'engagement. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces études sur l'engagement au travail. En France, par exemple, il y a 9% des gens qui travaillent qui sont très engagés dans leur travail. Ça veut dire qu'il y a 91% des gens qui sont engagés normalement, voire peu engagés, voire activement désengagés. Et donc on voit bien que si, au-delà de la satisfaction ou par la satisfaction de l'espace de travail, on arrive à faire en sorte que les gens soient plus engagés, ben alors on va jouer sur 91% des gens dans l'organisation. C'est donc un enjeu pour l'entreprise extrêmement important. Et cet enjeu aujourd'hui, on peut le quantifier aussi sur l'acte créatif. Si on arrive à faire en sorte par l'espace que 91% des gens soient plus créatifs, mais le levier, la puissance de ce levier pour l'organisation est considérable. Donc au-delà de la satisfaction, il faut viser aussi, essayer, l'engagement. Je pense que ça va intéresser tout le monde ici d'agir sur ces 91%, mais concrètement, comment vous vous y prenez? Comment l'espace peut susciter de l'engagement, y compris chez des personnes qui sont peut-être franchement désengagées, vous l'avez dit. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, il faut apporter deux notions, il faut apporter deux mesures en réalité. En réalité, la question, c'est la question de la mesure. On s'est d'abord intéressé à l'espace de travail et à la satisfaction qu'ont les gens de leur espace de travail. Donc pour mesurer si les gens sont satisfaits de leur espace de travail, on pose des questions, par exemple comme « Est-ce que vous pouvez choisir librement l'endroit dans lequel vous voulez travailler aujourd'hui ?» Oui, non. On a comme ça une quinzaine de questions. Si vous répondez oui à toutes les questions, ça veut dire que vous êtes très satisfait de votre espace de travail. Si vous répondez non à toutes les questions, ça veut dire que vous êtes très insatisfait de votre espace de travail. Donc ça, c'est une première série de questions qui mesure la satisfaction des gens sur l'espace de travail. Et puis, on pose une deuxième série de questions qui consiste à mesurer l'engagement des gens. Pour mesurer l'engagement, sur la quinzaine de questions, il y en a une, par exemple, qui est « Est-ce que vous conseilleriez votre entreprise à votre meilleur ami ?» Non. Réfléchissez-y. Voilà. Donc si vous avez 15 questions, vous répondez non, ben, on va considérer que vous êtes dans la catégorie des activement désengagés vis-à-vis de l'entreprise. Si vous répondez 15 fois oui à la question qui est posée, on va considérer que vous êtes très engagé. Ensuite, une fois qu'on a mesuré le taux d'engagement et le taux de satisfaction des gens par rapport à l'espace de travail, on croise les deux courbes. Et là, on s'aperçoit de quoi? On a fait une étude auprès de 15 000 personnes sur 25 pays pour ça. Et là, on s'aperçoit que les gens les plus satisfaits de leur espace de travail sont tous les gens les plus activement engagés. Et à l'inverse, dans la matrice, on s'aperçoit que les gens les plus insatisfaits de leur espace de travail sont tous des gens activement désengagés. Donc là, le constat qu'on fait, c'est de dire, du coup, c'est pas compliqué. Faisons en sorte que les gens soient activement satisfaits, ou plutôt soient très satisfaits de leur espace de travail. Par conséquence, ils seront très engagés. Et là, on va jouer sur les 91% des gens. On ne va pas faire en sorte que les gens activement désengagés deviennent activement engagés. Mais si on arrive à faire monter tout le monde d'une case, c'est là que ça sera bénéfique. Alors, une fois qu'on s'est aperçu qu'il y avait ce lien entre la satisfaction qu'ont les gens de leur espace de travail et l'engagement au sein de l'entreprise, on va se dire comment on crée l'espace de travail lui-même. C'était l'idée de la question, oui. Oui, c'est ça, c'était l'idée de votre question. Et donc, en fait, on a vu tout à l'heure, j'expliquais qu'en termes de culture ou de génération, je prenais l'exemple de l'ordinateur, on est tous différents. Donc si je crée un espace de travail qui soit monotypique, en quelque sorte, en termes d'aménagement, vous allez me demander, bon Bruno, fais-nous l'espace de travail idéal. Alors comme je suis boomer, je vais faire un espace de travail idéal pour boomer. Mais le génération Y, il va arriver dans l'espace. Et il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cet espace? Et il ressemblerait à quoi cet espace spécial boomer d'ailleurs? De boomer? Oui. Alors, j'ai peur de répondre à cette question parce que j'ai peur d'amener trop de clichés. Mais on pourrait le caricaturer un peu parce qu'il ne faut pas forcément jeter tout ce que je vais dire. Des bureaux qui seraient que des bureaux fermés, dans une succession sur un grand couloir avec les bureaux à une trame, 2 trames, 3 trames, 4 trames en fin de carrière. C'est probablement des modèles relativement obsolètes en réalité.
et à l'inverse des bureaux. Bon, donc on voit bien qu'on pourrait dater les aménagements. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas falloir développer un aménagement qui soit monotypique, mais proposer un aménagement qui soit une multiplicité d'espaces, de telle sorte que chaque culture, chaque génération y trouve l'endroit qui lui convient. Parce que si on enferme une génération Y dans un bureau fermé, peut-être qu'il ne va pas se sentir bien et qu'il va avoir envie juste de quitter la boîte. Donc l'idée, c'est ça. Donnons par l'aménagement que l'on crée à chacun la possibilité de choisir l'espace qui lui convient au sein de l'aménagement. Plus vous donnez de liberté de choix, et même de contrôle, je vais en parler, aux individus qui interagissent dans un même bâtiment, plus vous les engagez. Pourquoi? Imaginez que dans cet espace-ci, il fasse super froid. Enfin, ce serait un exemple totalement fortuit. Oui, d'accord. Et alors, il fait tellement froid que j'arrive plus à me concentrer sur ce qu'il faut que je vous dise. Maintenant, imaginez, et donc ça me perturberait le froid. Mais je n'ai pas de contrôle sur le froid ou le chaud. Je serais juste perturbé. Maintenant, imaginez qu'il y a un gros bouton là, qui soit « Bruno, si tu veux faire plus chaud, tu tournes le bouton. » Hop, je vais tourner le bouton, je tourne, il fait plus chaud. C'est moi qui aurais choisi la température. Par définition, j'aurais contrôlé la température de l'espace. En me donnant la liberté de contrôler l'espace dans lequel j'interagis, par définition, je suis plus engagé. Je ne peux pas me plaindre ni du chaud ni du froid, c'est moi qui l'ai positionné. Donc plus vous donnez la possibilité aux gens de choisir l'espace dans lequel ils veulent interagir. Et plus vous leur donnez la possibilité de le contrôler, cet espace, plus vous les engagez. Vous avez pris l'exemple du froid et du chaud. Il y a l'idée de bien-être aussi derrière, finalement, cette notion d'engagement par l'espace. Oui, alors absolument. Donc, ce qu'il faut qu'un espace génère, c'est un sentiment de bien-être. Alors, j'aime beaucoup cette phrase parce que généralement, on me dit « Ouais, d'accord, Bruno, il faut que l'espace génère un sentiment de bien-être. » Alors évidemment, les plus cartésiens disent « Mais Bruno, comment on génère un sentiment et comment on le mesure ?» Alors comme on est un peu alsacien, souvent les Alsaciens, ils aiment bien, enfin à Brest aussi, hein, les choses carrées, donc on a segmenté le bien-être en 3 parties. Le bien-être cognitif, le bien-être émotionnel et le bien-être physique. Le bien-être physique, c'est est-ce que dans l'espace dans lequel je suis bien chauffé, bien éclairé, bien assis, j'ai pas mal au dos, mal au cou, mal au poignet, etc. Ça, c'est le bien-être physique, c'est tout ce qui va toucher le corps, l'ergonomie. Vous allez bien sur le bien-être physique? Oui. Un peu compliqué au fond, peut-être? Alors ça, c'est la première partie. Le deuxième, c'est le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel, c'est la qualité de l'interaction. Est-ce que l'espace va faire en sorte que lorsque je croise quelqu'un dans l'espace, je croise Justine, est-ce que je suis suffisamment sympathique d'aspect pour que l'échange soit le plus positif? Plus je suis positif, plus vous le serez en retour. Maintenant, si je suis dans un endroit glauque, sombre, etc., l'interaction, elle ne va pas être terrible. Et donc, le bien-être émotionnel, à ce moment-là, ne sera pas bon. Plus on veut que les gens soient engagés, plus il faut leur générer un bien-être émotionnel. Et le bien-être émotionnel, la qualité de la rencontre, ça ne se passe pas que dans les salles de réunion, ça se passe partout. Je pourrais donner quelques exemples, même sur des jardins. Et le troisième, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Et la troisième notion de bien-être, c'est le bien-être cognitif. Vous savez que le mal-être cognitif, c'est tout ce qui va... En fait, le bien-être cognitif, c'est le nombre d'informations qui arrivent sur moi. Et tant que j'arrive à les gérer, je suis dans le bien-être. Quand je suis dépassé par le flux d'informations qui m'arrivent, ça génère du stress. Et l'excès de stress, c'est le burn-out. Et là, je suis carrément plus efficace du tout. Donc la question, c'est comment l'espace peut m'aider à générer du bien-être cognitif. Autrement dit, comment il peut porter à ma place des sujets qui m'encombrent pour rien. Je vais prendre un exemple. Si dans mon entreprise, je reçois le big boss, je reçois le président de la République, par exemple. Voilà, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais imaginons. Et que je dis « Ah, ben, monsieur Macron, tiens, suivez-moi, on va aller dans une petite salle de réunion. » Et je ne trouve pas de salle de réunion. Je vais super stresser parce que lui, il n'a qu'un quart d'heure à me consacrer. Alors que si j'ai confié toute la réservation de salle, évidemment, avec le président de la République, ça ne marche pas parce qu'évidemment, toute l'entreprise se regarde à vous. Mais bon, avec des gens plus normaux. Si je cherche une salle de réunion avec les gens qui me suivent jusqu'à ce qu'on la trouve, ça va me stresser. Alors que si je confie ça à la machine qui va me dire exactement où est-ce que je peux aller, les services que j'aurai quand je rentrerai dans la salle, ça va alléger tout ce qui m'encombre intellectuellement et ça va me permettre de me concentrer sur ce pourquoi je suis payé. Ça, c'est le bien-être cognitif, tout ce qui va permettre d'éviter le stress. En jouant sur ces 3 tableaux et en plus en les multipliant par ce que sont les générations, on va effectivement générer un bien-être lui-même qui va être source d'engagement.
Vous nous avez parlé des systèmes de réservation de salles. Est-ce que vous avez d'autres exemples, parce que j'imagine que c'est ce que tout le monde attend, d'autres exemples d'aménagements très concrets que vous avez réalisés, qui avaient pour but de faciliter l'innovation, la réflexion, la collaboration, toutes ces choses qu'on cherche à atteindre? Ah oui, alors, il y a un exemple très amusant. L'autre jour c'était il y a 2 ans. Hein. Ça marche aussi. Donc il y a l'université de... Oui, ça marche aussi. Oui. Hein. Il y a l'université Stanford aux États-Unis qui nous appelle et qui nous dit Monsieur Silkes, alors Monsieur Silkes n'existe pas. Hein. Il dit Monsieur Silkes, et ici c'est l'université Stanford. Alors nous on dit oui. Est-ce que vous pourriez nous aider? Alors nous, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Et ils nous disent est-ce que vous pourriez nous aider à réaménager tout notre espace de l'université? Alors nous on dit oui, bien sûr. Quel est votre brief? Et ils nous disent nous notre brief il est extrêmement simple. On voudrait que vous nous aidiez à faire en sorte que les étudiants apprennent plus vite. Le seul brief de Stanford, c'était la vitesse de transmission du savoir. Donc on a planché sur ce sujet et on est arrivé à un résultat qui est très intéressant, où la conséquence, ça a été, la stratégie d'organisation de l'espace, ça a été écrivons sur les murs. Et donc, si on veut accélérer les processus de transmission du savoir, il faut donner encore plus de sens à ce que nous faisons, donc encore plus de visibilité. Le paradoxe auquel on est confronté, c'est que plus la technologie est petite, plus j'ai besoin d'espace pour lui donner du sens. Et donc, l'idée, ça a été d'écrire sur les murs. En associant à ce concept d'écrire sur les murs, un comportement type qui est que non seulement il faut écrire sur les murs, mais on n'a pas le droit d'effacer avant 24 heures. Histoire que, si moi j'écris un truc sur un mur, et que vous, Justine, vous passez, venir ajouter, vous puissiez, voilà. Moi, je vais déjeuner, vous arrivez, vous voyez le truc, et vous dites, celui qui a écrit ça, tiens, c'est sympa ton truc, tu devrais avoir Paul au 3e étage, parce que sur ton sujet, il est expert. Moi, je reviens de déjeuner, je vois ça, je ne sais même pas qui a écrit ça. Mais ça enrichit ce que moi j'ai mis, et le fait que je l'ai écrit initialement sur le mur a donné du sens à un plus grand nombre. En faisant ça, on a accéléré la capacité qu'avaient les gens à échanger. Et donc on a créé des tas de murs, mobiles, pas mobiles, que les gens pouvaient s'approprier. Voilà. Ça c'est un exemple très puissant de la manière dont l'espace a un impact sur l'objectif qui est celui, en l'occurrence, de l'université de Stanford. Mais voilà, il y a ça. Alors avant de vous poser la question de savoir si on peut écrire sur les murs, posez-vous surtout la question de savoir si on peut effacer, parce qu'on peut toujours écrire. Mais bon. Donc si je suis votre raisonnement, ici l'espace dans lequel on est n'est pas totalement innovant puisqu'on a des rideaux noirs en guise de mur. On a un peu d'écriture quand même derrière nous. Mais... Alors en fait l'espace dans lequel on est, moi je trouve qu'il est extrêmement émotionnel. Donc il a des atouts absolument considérables. J'aimerais juste avoir mon gros bouton, enfin plus maintenant, ça va bien. Mais ce matin quand je suis arrivé, il faisait moins chaud, là c'est parfait. Steelcase, vos locaux, on peut imaginer qu'il y a aussi des aménagements assez originaux. Est-ce qu'il y en a que vous pourriez partager avec nous? Est-ce qu'il y aurait des bonnes idées à prendre de ce que vous faites déjà en interne? Oui, alors il y a un site, alors évidemment on n'y passe pas tous les jours, mais si un jour vous allez à Munich, arrêtez-vous à notre link. C'est le Learning and Innovation Center de Steelcase, on vient de l'ouvrir il y a 15 jours. C'est un bâtiment qui fait 15 000 m², dans lequel il y a 27 cultures différentes. Il y a 27 nationalités différentes qui travaillent. Et donc avec toutes les générations, vous pouvez imaginer. Donc c'est quand même complexe à faire vivre comme écosystème, pour que les gens coopèrent, pour que les gens co-créent, pour que les gens collaborent, pour que le bien-être soit assuré pour tous en fonction de votre culture, de votre génération, etc. Et donc on a créé cette espèce d'écosystème absolument incroyable où chacun va pouvoir trouver l'endroit qui lui convient et à chaque fois le contrôler. Mais ça ressemble à quoi? Essayez de nous décrire l'espace en tant que tel. Alors, on a par exemple créé un work café. Un work café, c'est un espace dans lequel il y a du service. On va par exemple avoir la possibilité de prendre des cafés, peut-être même de déjeuner, mais dans lequel on va aussi avoir la possibilité d'interagir et de travailler. Et de travailler, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme on a tous besoin de travailler de manière différente, il va falloir créer un espace dans lequel il y ait plein de manières différentes de travailler ensemble. Je travaille seul, on travaille à 2, on travaille à 5. On travaille à 5 et on permet à des gens qui ne s'étaient pas prévus dans la réunion d'interagir aussi. Donc voilà, ça fait autant de micro-théâtre. Donc l'espace du Work Café, si je prends juste cet exemple-là, on l'a à Paris aussi d'ailleurs, dans notre Work Life à Paris. Le Work Café, c'est un espace dans lequel il y a plein de petits morceaux de puzzle, si j'ose dire. On assemble. Voilà, qui compose un grand espace qui s'appelle le Work Café et qui donne un sens complet à l'aménagement.
Et donc, encore une fois, ce qu'on crée sur les work cafés, par exemple, c'est d'associer un espace qui correspond à tout ce que je viens de dire, plein de petites briques différentes d'aménagement, qui associe un espace à un comportement. Et d'ailleurs, ça me permet de dire une chose sur à quel point c'est important d'associer un espace à un comportement. Aujourd'hui, dans les entreprises, on est confronté à un problème qui est que les jeunes générations, je me retourne toujours vers ma génération Y qui est en face de moi, parce que ça me permet d'illustrer mon propos. Le problème du génération Y, enfin, il a plein de qualités, évidemment. D'ailleurs, il a pratiquement que des qualités, bien sûr. Mais souvent, le génération Y, aujourd'hui, par rapport à l'entreprise, il n'est pas, entre guillemets, fiable. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il va dire « je m'en vais ». Je quitte l'entreprise. Oh, bah non, c'est pas possible, on t'a formé, machin, on fait attention à toi, t'es pas content? Si, je suis très content. T'es pas assez payé? Si, je suis assez payé. Mais pourquoi tu t'en vas? Ben, j'ai juste envie de changer. J'ai juste envie de changer, vous pouvez rien faire. Non, c'est pas la peine, je m'en vais. Donc la question, c'est comment vous fidélisez les talents, et la question derrière, c'est est-ce que l'espace peut m'y aider? Et une manière de fidéliser les talents, c'est que finalement, ce qui attache le talent à l'entreprise, ce n'est pas son job ou son salaire, mais c'est la culture de l'entreprise elle-même. Prenez Google, qui crée, vous avez tous à l'esprit, ces toboggans, etc. Donc, comment on crée une culture? On crée une culture en associant à un espace un comportement, une règle. Et ça fidélise les talents. Et ça fidélise les talents à tel point que non seulement le Y, enfin ou d'autres, ils vont plus avoir envie de quitter l'entreprise, mais en plus, ils vont dire à leurs copains, tu sais quoi? Viens bosser dans mon entreprise. Et donc, ils vont devenir des vecteurs de séduction pour l'entreprise, pour aller chercher d'autres, voilà, enrichir encore l'entreprise. Et on voit bien donc que l'espace, dans ce cas-là, est source de richesse en réalité pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et ça, on va le trouver dans tous les work cafés, par exemple de Steelcase, le Work Life de Paris, etc., où on associe à chaque fois des espaces et des comportements. Parmi les règles de comportement, vous avez parlé du fait de ne pas effacer les tableaux au moins pendant 24 heures. Vous avez d'autres exemples de règles de comportement qui génèrent une culture commune par la suite? Oui, alors, tout le monde a entendu parler du livre qui s'appelle l'Open Space Mathieu. Donc évidemment, c'est un côté excessif. L'idée, c'est il faut fournir à chacun, en fonction de qui il est, ce dont il a besoin pour travailler confortablement. Parfois, c'est des zones très ouvertes pour qu'on puisse collaborer, échanger. Et puis parfois, c'est des zones très fermées. Il faut trouver le bon équilibre. Et dans les zones où les gens vont travailler individuellement, que ce soit en bureau fermé ou en bureau ouvert, on associe généralement comme règle de comportement le fait que la règle, c'est la concentration. On ne dérange pas les gens. Et ça répond à justement ce fameux bouquin, l'Open Space Mathieu, c'est on ne dérange pas les gens. Parce que vous savez, si je devais résumer ce qui nous arrive à tous dans notre vie professionnelle, toutes les 3 minutes, je change de tâche. Toutes les 11 minutes, je suis interrompu, mais de façon non voulue. Et toutes les 25 minutes, je retrouve ma concentration optimum. Autrement dit, si je suis dérangé toutes les 11 minutes, je ne suis jamais en concentration optimum. Donc la question, c'est bien là, c'est comment je permets aux gens d'être en concentration optimum? Eh bien, il faut qu'ils soient dans des espaces dans lesquels ils ne vont pas être dérangés. Donc il faut bien qu'il y ait des comportements qui soient associés à certains espaces où la règle comportementale, c'est la concentration. On ne dérange pas, par opposition à des endroits où la règle comportementale, c'est l'interaction. Alors dans le public, il y a sûrement de nombreuses personnes qui sont en train de réfléchir à leur propre environnement de travail et de se demander comment elles pourraient le réaménager dès demain peut-être. Est-ce que vous auriez quelques conseils faciles de mise en application qui pourraient servir à tout le monde ici? Oui. Par quoi on commence? Alors premier truc, écrivez sur les murs. Oui. Enfin vérifiez, vous pouvez effacer, mais voilà. Ça c'est le premier truc qui me semble important. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Justine, au sein de Steelcase, je suis Workplace Inspiration. Ça, c'est mon métier. Sur ma carte de visite, c'est marqué Bruno, Workplace Inspiration. Alors, la première fois qu'on a mis ça sur ma carte de visite, imaginez dans la semaine. Le lundi, on dit « Et Bruno, il fait quoi exactement ?» Ah bah Bruno, il est Workplace Inspiration. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et le mardi, on dit « Mais Bruno, il sert à quoi exactement ?» Bah, il est Workplace Inspiration. Ouais, d'accord. Et le vendredi, on va dire, mais Bruno, il sert à rien. Et donc le lundi d'après, on va me dire, écoute Bruno, t'es gentil, mais c'est plus la peine de revenir, on va se passer de tes services. La question, j'aime bien raconter cette petite histoire, parce que Workplace Inspiration, c'est un peu, on ne sait pas trop, je vois généralement une certaine perplexité dans le regard des gens quand je leur dis que je suis Workplace Inspiration. Donc on voit bien que si moi, je ne donne pas du sens à ce que je fais, en réalité, je travaille sur l'expérience client, si je ne donne pas du sens à ce que je fais, bah, les gens ne savent pas à quoi je sers. Donner du sens à ce qu'on fait, c'est juste super important pour que moi je sois engagé. Si tout le monde me regarde en disant mais c'est quoi ce martien, il sert à quoi, il sert à rien.
Donc donner du sens et l'espace, voilà. Donc premier conseil, écrivez sur les murs, ça permet de donner du sens à ce que vous faites. Deuxième conseil, c'est permettez de créer un écosystème le plus que vous pourrez dans les espaces dans lesquels vous travaillez, vous interagissez, pour que chacun, en fonction de sa culture et de sa génération, trouve l'espace qui lui convient et que cet espace, il puisse le contrôler, il puisse le choisir, mais il puisse le contrôler. Le fameux bouton. C'est ça, le fameux bouton. Voilà. Ah si, dernier conseil, c'est que, enfin dernier conseil, une dernière chose sur ce sujet-là, c'est que en réalité, pour interagir, il n'y a pas de lieu privilégié au sein de l'organisation. Tous les lieux sont bons pour l'interaction, la co-création, etc. Même le jardin. J'avais dit que j'en parlerai tout à l'heure. On a fait une étude avec plusieurs écoles d'architecture sur une université, c'était un projet virtuel, hein, il n'y a pas de réalité derrière, à Berlin. Et on a dit créer l'université de vos rêves. Et il y a tout un groupe d'architectes qui ont créé des salles dehors, dans les jardins. Alors on dit, mais comment vous allez faire en sorte que le groupe, s'il n'a pas envie d'être dérangé, il ne le soit pas dans le jardin, parce que tout le monde peut traverser le jardin est à tout le monde. Et ils ont eu une toute petite idée que j'ai trouvée merveilleuse, c'est qu'ils ont surélevé le jardin par des endroits où il y avait comme des petits trottoirs de jardin, si vous voulez, et qui faisaient comme des classes. Donc on comprenait bien, quand il y avait des étudiants installés sur cette espèce de carré de jardin rehaussé de 10 cm, on n'allait pas les déranger. Mais ça voulait dire une chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. On ne va pas interagir que dans un endroit qui est couvert. L'interaction, elle se vit, elle se scénarise, elle se théâtralise partout en réalité, y compris dans les jardins. Donc voilà, ne mettez pas de limite à votre acte créatif. Voilà. Merci Bruno.